Salut les amis, alors les arts martiaux sont des disciplines individuelles, on parle même souvent de développement personnel tant physique que mental. Et on est en droit de se demander parfois si ce développement se fait dans le bon sens. Alors on va voir ça ensemble car les vacances se terminent et on va essayer de faire une rentrée sur de bonnes bases. Allez, c'est parti! Alors les amis, bien que ce tuto parle de morale, c'est en aucun cas un plaidoyer moralisateur sur ce que j'ai pu voir autour de moi, sur la façon dont vous devez faire. Non, bien sûr, en tant que pratiquant, en tant qu'enseignant, il faut qu'elle soit plutôt positive. Il faut que ce soit une façon d'insuffler un comportement, de motiver un comportement et non pas le faire dans le reproche, si vous voulez que ce soit efficace en tout cas. Donc, on arrive à la rentrée, la plupart des revues, des magazines, des vlogs d'arts martiaux vont vous proposer les éternels marronniers sur comment on va essayer d'apporter aux pratiquants des ressources pour qu'ils puissent éventuellement bien choisir sa discipline. Ici sur la chaîne, vous le savez, il n'y a pas de marronnier, on ne refait jamais deux fois le même thème, le même sujet. On va plutôt procéder de façon inverse, c'est-à-dire que plutôt que de vous apporter des choses, on va plutôt essayer de partir du pratiquant et de faire une analyse ascendante sur la façon dont lui devrait se comporter de manière, on va dire, un peu universelle dans les différents compartiments de sa pratique, quelle que soit la discipline qu'il a choisi de faire. Donc la morale, on la retrouve partout. La morale, on l'a en compétition, bien sûr, on l'a dans les passages de grade, mais on l'a aussi dans l'enseignement et on l'a aussi à travers sa pratique. La morale, quand elle n'est pas forcément bien appliquée, on tombe assez facilement dans le domaine de Dunning-Kruger. Si on n'a pas les capacités, en tout cas, ou si on n'a pas les compétences d'un grade que l'on porte, par exemple, on a vite fait tendance à reporter la faute sur les autres, ou sur des structures, ou sur toute autre chose que soi-même, ce qui à terme peut être un problème. Et bien évidemment, on en vient à se demander si la véritable morale, le véritable budo, c'est plutôt de suivre une voie un peu plus complexe, mais qui est la voie de l'apprentissage, plutôt que de se détourner vers la voie de la facilité. Donc on va aborder ça sous différents sujets, notamment donc la compétition, les grades, l'enseignement et bien évidemment la pratique. Car insuffler la morale à ses élèves, c'est une chose, mais il faut bien comprendre, en tout cas de la part lorsqu'on est enseignant, qu'on ne peut pas faire le travail à la place des élèves. Et les élèves doivent aussi comprendre ça. Un enseignant va être là pour exposer des choses, pour essayer de motiver une progression, pour analyser la progression, pour faire travailler en toute sécurité. Il va mettre en place des projets, des exercices, un suivi, une évaluation, mais en aucun cas, il peut prendre l'élève par la main pour le forcer à pratiquer. En aucun cas, il peut pratiquer à sa place. Moi, dans mon club, je suis très clair. Lorsque j'enseigne quelque chose, si mes élèves ne font pas l'effort d'essayer de retenir, pour eux, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ils vont perdre du temps d'une certaine façon. Ils vont peut-être avoir une pratique de loisir, mais s'ils veulent progresser à un certain niveau, s'ils ne retiennent pas un petit peu l'histoire, la théorie, c'est compliqué. S'ils n'arrivent pas à répéter suffisamment souvent les techniques, s'ils ne sont pas là suffisamment régulièrement, ça va être compliqué. Donc ils ont aussi une obligation, un devoir de faire. S'ils prennent eux la décision de négliger leur discipline, de moins pratiquer et peut-être de revenir le jour à l'approche des passages de grade, pour le coup, moi j'ai fait le job structurel. C'est eux qui, d'un point de vue personnel, ne font pas le job. Donc, le problème de morale va commencer à leur être un petit peu plus imputé. Donc, il va falloir que je travaille un petit peu là-dessus pour essayer de les guider dans la bonne direction, sans être moralisateur, pour qu'ils puissent avoir le meilleur comportement possible et, si possible, pratiquer dans la meilleure direction. Mais ça va être évidemment difficile parce que, forcément, dès que l'on va faire une remarque à quelqu'un, on va toucher un petit peu sa susceptibilité. Donc, il va falloir le faire avec énormément d'attention. Un exemple concret que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Vous savez que dans le département, je voyage beaucoup, je suis responsable de la formation, je vais donner des cours ici ou là, je donne des stages, j'interviens. Et il n'y a pas très longtemps de ça, dans un des dojos du département, je rencontre en début d'année civile, donc vers janvier-février, une élève qui s'inscrit. Donc elle arrive, elle débute par curiosité parce que son enfant, elle faisait du karaté. Elle s'inscrit. Et il se trouve que le dojo dans lequel j'interviens et dans lequel je ne veux pas intervenir outre mesure, c'est-à-dire que j'interviens de manière très ponctuelle, mais je n'interviens pas sur les programmes, je n'interviens pas au sein des grades, voilà, c'est juste un regard extérieur. Et il se trouve qu'on discute un peu, et elle me dit « Ah bah tiens, on m'a proposé de passer ma ceinture, puisqu'on est en février, il y a des passages de grade en février. » Moi je lui dis « Bah tu viens d'arriver. »
Donc tu viens d'arriver, tu as 3 séances derrière toi. Je vois pas trop ce que tu peux, toi, démontrer déjà en termes d'apprentissage. Et surtout, je vois pas trop pourquoi, toi, tu auras envie de passer un grade, parce que pour le coup, tu n'as pas pratiqué. Donc, valider un niveau, c'est bien quand tu as déjà eu le plaisir de découvrir la discipline. Si c'est juste pour avoir, je dis, c'est juste pour aller avoir une ceinture, va à Decathlon, tu vois, t'embête pas. Et donc, bon, voilà, je lui indique une direction qui est peut-être un petit peu plus basée sur l'étiquette de la discipline et un petit peu plus même sur la morale logique. Et en fait, je l'ai retrouvée la semaine suivante avec une ceinture jaune. Donc elle a passé son grade, ils lui ont donné et elle a été toute fière de me dire ça y est, maintenant je dois essayer de travailler, je suis ceinture jaune, je suis content. Donc je dis voilà, bravo, maintenant tu as le deuxième kata à apprendre pour te diriger vers la ceinture orange. Et elle m'a répondu le deuxième kata, de toute façon je connais déjà pas le premier. Voilà. Donc ceci est une situation purement symptomatique de ce que l'on peut rencontrer. C'est un discours qui a l'air aussi un petit peu moralisateur, mais c'est surtout un discours qui est pragmatique, c'est factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain va avoir tendance à privilégier la voie de facilité et la voie de la récompense. Je me vois récompensé, je me vois gratifié, je me vois glorifié, sans forcément faire l'effort qui est nourri derrière. Et quand même, in fine, notre rôle, nous, en tant qu'enseignants, lorsque l'on a des élèves, c'est d'essayer de leur faire comprendre que agir comme ça n'est pas aller dans la bonne direction des arts martiaux. C'est compliqué, mais il va falloir essayer de le faire. Surtout en début d'année, on arrive en mois de septembre, les cours reprennent, il faut tracer les grands axes dès le début, il faut mettre les points sur les i dès le début. Quelqu'un qui vient pour se faire plaisir, pour le divertissement, pour le loisir, aucun problème. Mais dans ce cas, ne prétend pas vouloir passer des grades comme le feraient les autres. Quelqu'un qui vient uniquement dans l'intérêt et l'appât du gain, l'appât du grade, pour se voir glorifié, peut-être que c'est pas les arts martiaux qu'il faut qu'il fasse, parce que les arts martiaux, pour moi, il y a d'autres valeurs qui doivent y être associées. Donc, dans le discours, tout le monde le comprend. Lorsque je fais des interventions ici ou là, tout le monde me dit oui, bien sûr, c'est logique. Mais au moment où la tentation elle est présente, le moment de choisir entre ces deux chemins, la facilité et la difficulté, l'humain reste humain. On me propose, je prends. Et c'est là justement que le véritable aspect martial doit rejaillir et doit être au cœur de la pratique de la discipline et au cœur de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignant, là pour le coup, c'est pas mon club, parce que dans mon club, effectivement, j'aurais verrouillé beaucoup plus les choses. Mais d'un autre côté, j'ai une autre casquette, qui est celle d'intervenir auprès de différentes structures, de différents ministères, de différents pays, même lorsque je vais en Ouzbékistan, et de différentes fédérations. Tous ces groupements sont unanimes, c'est-à-dire qu'ils proposent un système organisationnel qui permet aux élèves de pouvoir se qualifier, se grader, d'évoluer, mais la partie morale est imputée à l'élève, c'est-à-dire que la fédération, l'organisation, le pays, le ministère, en aucun cas ne vient rentrer dans la partie humaine de la morale. Et ça, vous allez le voir qu'à travers les petits sujets dont on va parler, c'est récurrent. Donc, c'est vrai qu'au sein de mon club, je pourrais proposer, à partir de 5-6 séances, vous avez le droit de passer votre grade. Donc, quelqu'un qui ne vient pas pendant 5 mois et qui vient juste les 5 dernières séances pour passer son grade, quelque part, techniquement, de manière organisationnelle, il aurait le droit. Pourquoi pas, Moi, je ne le fais pas, parce que j'ai un peu plus de cours imposés avant de pouvoir passer un grade. Mais, d'une certaine façon, la plupart des clubs n'ont pas de cours imposés, donc ils n'ont pas à refuser l'accès à un grade si ce n'est pas dans le règlement intérieur, par exemple. On pourrait jouer sur le fait que, c'est pas très moral, mais tu as le droit de le faire. Tu peux le faire pour tester. Et puis finalement, il peut repartir avec une ceinture. Tout simplement en se prévalant de ne faire que de l'organisationnel et que la partie, on va dire, de la morale purement martiale, de l'étiquette, va être remis dans les mains du pratiquant. C'est au pratiquant de décider s'il souhaite pratiquer dans la bonne direction, dans la bonne morale, ou s'il souhaite prendre une voie un petit peu plus facile. Et donc, quelque part, le rôle du pratiquant et le rôle de l'enseignant, c'est aussi de donner cette responsabilité-là à l'élève, en lui expliquant que c'est une responsabilité qui va avoir un impact sur sa discipline, sur son évolution, sur l'image qu'il va donner de lui, ou peut-être les futurs syndromes, on l'a vu, les syndromes de l'imposteur, ce genre de choses, de Dunning-Kruger, qui peuvent arriver à cause d'une mauvaise voie empruntée. Donc il faut, on va dire, réussir à rediriger doucement et gentiment l'élève dans une voie où de lui-même, il saura prendre les bonnes décisions. Mais moi, en tant qu'enseignant,
c'est compliqué d'imposer à un élève de passer ou ne pas passer un grade ou ce genre de choses. Parce que quelque part, j'aimerais qu'il le comprenne de lui-même. Et s'il peut être amené à le comprendre de lui-même, c'est que durant les semaines, les mois, les années de pratique, en tout cas à mes côtés, il a réussi à comprendre ce que c'était que le bon chemin et le mauvais chemin. Vous voyez, donc c'est assez sensible, c'est assez compliqué, et on a des cas évidemment encore plus concrets que simplement le pratiquant ou l'enseignant, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'enseignant, lui, il ne fait que remettre les clés du chemin à ses élèves, et quelque part, c'est à l'élève de prendre la responsabilité, d'être responsable de sa pratique. Le professeur ne peut pas être responsable de tout non plus. D'autres cas bien plus problématiques, quelque part, c'est quand on aborde le domaine de la compétition. On a fait un petit tuto il y a 2 ans là-dessus, il y avait de nouvelles règles de compétition, 1 an ou 2, qui proposaient d'avoir une catégorie principale lorsque l'on s'inscrit en compétition, et puis en cas d'échec sur les 2 premiers tours, si je perds aux 2 premiers tours, je passe dans une 2e catégorie, et puis il y a deux podiums, 2 poules, ce qui permet en fait aux plus forts de rester dans leur catégorie des plus forts, et puis à ceux qui ont rarement leur chance d'atteindre la zone du podium parce que ils font partie de l'entre-deux, ce n'est pas des personnes qui sont dévouées à la compétition, ça leur permet aussi de se mesurer entre eux et d'avoir une poule en fait qui leur est dédiée et d'avoir éventuellement un podium. Et le problème, c'est qu'on l'a vu justement dans cette petite vidéo dont je vous expliquais un petit peu les tenants et les aboutissants, c'est que beaucoup de personnes qui sont parmi les plus forts se font perdre volontairement parce qu'elles ne sont pas certaines d'être sur le podium et donc d'être qualifiées, se font perdre volontairement mais parfois de manière très absurde, en faisant des faux katas, en faisant des erreurs monumentales qui ne devraient jamais être faites, en rigolant elles-mêmes de leurs erreurs, juste pour pouvoir se faire perdre, passer dans la poule numéro 2 afin d'être sur le podium de la poule numéro 2. Donc, encore une fois, cette proposition, elle est concrète, elle est, on va dire, organisationnelle, elle est valable à partir du moment où les gens restent dans la morale, tout simplement. Et la morale, c'est pas l'organisation qui va la décider. La morale, c'est le pratiquant qui décide s'il a décidé de pratiquer correctement ou pas. C'est exactement la même chose que sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit « Ah, ce réseau-là, il n'y a que de la méchanceté, que de la violence. » Ouais, alors c'est pas que de la faute du réseau. La violence, c'est pas le réseau qui le met dessus. Le réseau, il est vide à la base. C'est un média. C'est les humains qui mettent des choses sur ce média. Et s'ils décident de déverser de la haine, c'est de la faute aussi de l'humain qui déverse la haine. Donc, les médias ont certes une responsabilité peut-être d'aller vérifier des informations, d'aller modérer les choses. Maintenant, on ne peut pas être responsable du mauvais comportement de tout et de tout le monde. Donc il faut aussi remettre un petit peu de la nuance dans ces choses-là. Donc au sein de la compétition, il y a cette nuance à avoir, effectivement, de manière organisationnelle. Il y a parfois des choses qui permettent à un pratiquant de s'élever un peu plus. Mais est-ce que le pratiquant, lui, le fait dans sa morale, ou est-ce que finalement, il va profiter d'une faille du système, même si c'est un petit peu immoral par rapport à sa pratique, par rapport aux autres. On le voit bien aussi, toujours dans le cœur de la compétition, un petit détail qui ne manque pas de définir aussi parfois le manque de perception de ce que doit être la compétition. On l'entend très souvent, et je pense que si vous avez déjà fait de la compétition, si vos proches, ou peut-être que même vous l'avez déjà dit quelque part ou pensé par rapport à votre progression en compétition, on l'a souvent entendu, au moment de s'inscrire, au moment de passer ces tours, que ce soit en combat ou en kata, on entend « Ah ouais, j'espère que je vais tomber sur des adversaires qui sont pas très forts, comme ça, je vais pouvoir augmenter. » Ouais, on voit 2-3 personnes autour en train de s'échauffer. J'espère que, quitte à tirer, je vais tirer contre ceux-là qui n'ont pas l'air vaillants, plutôt qu'eux qui ont l'air d'être déjà des champions, ça va être compliqué. Comme ça, j'ai des chances d'arriver sur le podium. C'est humain, c'est une réaction totalement humaine. Maintenant, l'idée de se confronter aux autres en compétition, c'est pas l'idée de passer des tours, de gagner sans avoir à affronter finalement, et puis de préférer battre des faibles. Normalement, l'idée de la compétition, c'est d'aller au challenge pour se mesurer, pour mesurer ses capacités, et quitte à les mesurer, autant les mesurer contre quelqu'un qui nous renvoie un petit peu de vivacité, un petit peu de compétence, pour que l'on essaye de passer avec gloire d'une certaine façon. D'ailleurs, on le voit bien, vous avez 2 personnes, par exemple en compétition kata, une personne qui se trompe, l'autre, elle est qualifiée, bon, elle est contente, mais quelque part, elle n'aura pas la même satisfaction que d'avoir quelqu'un qui est très fort en face, et de réussir quand même, par exemple à 3 drapeaux contre 2, à le passer parce qu'elle a
tout petit truc, une petite compétence supplémentaire, un petit truc qui a plu à un juge, et se dire, ah ouais, putain, il était fort, mais bon, c'est moi qui suis passé. On n'a pas du tout le même rapport à la satisfaction de ses compétences, de ce qu'on a été capable de délivrer sur l'instant T. Donc ça aussi, c'est quelque chose à essayer de diriger, à motiver au sein des élèves, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un challenge, une compétition pour être meilleur que des personnes qui ne sont pas compétents ou qui sont débutants. Bon, l'idée, c'est de se mesurer par rapport à son niveau et de se dire, ok, je vais essayer d'avoir quand même un minimum de challenge. Mais c'est des choses qui s'implantent dans le cerveau au fil du temps. On ne peut pas tout révolutionner comme ça. Il va falloir essayer de rediriger un petit peu les choses. Et évidemment, le domaine le plus polémique, ça reste quand même le domaine des grades. On en a souvent parlé ici, les c'était mieux avant et compagnie. La morale, pareil, est imputée et est vraiment mise dans les mains du pratiquant, évidemment. C'est lui qui choisit s'il décide de passer un grade alors qu'il n'a que 2 semaines de pratique. C'est son choix, d'accord? Organisationnellement parlant, on ne devrait peut-être pas lui laisser la possibilité de le faire. Mais quelque part, moi, ça me paraît complètement dingue de me dire, tiens, j'ai un élève qui arrive et qui est là depuis 2 semaines et qui n'a jamais rien fait et qui veut quand même essayer de passer un grade de compétence. Ça me paraît assez lunaire que la personne ait déjà cette ambition-là. Donc je dois déjà dérocher et repartir aux bases de ce qu'est une étiquette martiale classique et ce que c'est que la persévérance et la longévité et peut-être l'échec pour que les choses se fassent dans le bon ordre. Sinon, on va peut-être aller au casse-pipe dans les années qui viennent. Donc, au niveau des grades, il y a eu plein de phénomènes en fait au fil des décennies qui se sont déroulés. On avait eu déjà ce gros phénomène de désormais la fédération ne fait plus de tirage au sort pour les ceintures noires et au-dessus, les dan du dessus. Désormais, ce sont 2 katas que les pratiquants vont choisir eux-mêmes. Ça avait fait polémique parce qu'on disait mais maintenant les pratiquants, plutôt que de travailler les 5 ou 6 katas de leur dan, ils ne travaillent que 2 katas, puisque c'est les 2 katas qu'ils ont choisi de faire. Les autres, ils ne les connaissent pas. Donc, la fédération ou les organisations, puisqu'il n'y a pas qu'au sein de la fédé de karaté que ça se passe, les organisations sont à pointer du doigt parce qu'on va donner des grades à quelqu'un qui ne les mérite pas. Oui, mais encore une fois, c'est à la charge du pratiquant d'apprendre ou pas sa discipline. S'il décide de n'apprendre que 2/5 de sa discipline pour se simplifier la vie, moralement, c'est son choix. C'est lui qui se regarde dans le miroir. On ne va pas toquer à la porte de tout le monde pour savoir si ils ont le bon comportement, la bonne morale. Ça aussi, ça a évolué parce que désormais, le grade, c'est en club. Alors là, c'est encore plus polémique. Oui, mais en club, désormais, déjà qu'il y avait, on va dire, de plus en plus de regards sur le fait de niveler vers la facilité par rapport à des pratiquants qui n'auraient pas forcément les compétences lorsque l'on passe au sein d'une structure ou d'une organisation. Là, le fait que dans certaines structures fédérales, il y ait un grade, un dan qui puisse se passer en club, ça a ouvert les portes avec encore plus de polémiques, puisqu'on dit mais bon, est-ce qu'ils sont jugés correctement? Est-ce que le pratiquant va s'entraîner correctement? Mais ça, c'est aussi à la charge morale du pratiquant et de l'enseignant. Principalement du pratiquant, je parle surtout à ce niveau-là, qu'un ceinture jaune, blanche soit motivé par une ceinture jaune, il est tout nouveau, on peut éventuellement, si c'est un adulte c'est un peu dommage, mais voilà, on peut encore comprendre certaines attitudes. Quand on arrive aux abords de la ceinture noire, il y a quand même un enseignement qui était fait avant, et normalement cet enseignement apporte quelques valeurs. Là, si les valeurs n'y sont pas, si on préfère aussi aller à la facilité, c'est aussi le pratiquant qui est impacté par cette morale. C'est à lui de choisir. S'il choisit la facilité, quelque part, moi j'y peux rien. Si lui décide d'y aller quand même, et de toute façon, depuis pas mal d'années d'ailleurs, dans les grades fédéraux au sein de la FFK, il n'y a plus besoin pour le professeur de signer le passeport pour valider la présence de son élève en grade. L'élève peut y aller de son propre chef. C'est pas très moral, puisqu'il n'a pas demandé à son professeur, mais l'élève a le droit de le faire, techniquement parlant, de manière organisationnelle. Donc, comme quoi, vous voyez que la morale est de plus en plus, on va dire, le problème du pratiquant qui décide ou non de faire tel ou tel choix. D'ailleurs, on l'avait déjà vu aussi, quand on parle des grades de couleur, des Q, il n'y a pas de référencement des Q. Les référencements, c'est à partir du premier dan. On a maintenant Cicada, la fédération recense les premiers dan, quelle que soit la fédération et l'organisation, ils recensent les premiers dan au sein de leur structure. Mais les grades d'avant, vous débutez, vous allez à Decathlon, vous achetez une ceinture marron, vous arrivez dans un club en disant j'en ai fait, je suis ceinture marron, j'ai vu 2-3 vidéos sur internet, ça va passer. Quelque part, c'est immoral, mais d'un point de vue organisationnel,
il y a une faille aussi, tout le monde pourrait le faire. Donc, souvent, on parle de morale, on parle de choses où tout le monde, dans la théorie, est tout à fait d'accord. Tout le monde a un comportement irréprochable. Et au moment de vivre la chose, on se rend compte que ce comportement, il s'est énormément effrité et qu'il n'y a finalement une toute petite partie des personnes qui est capable d'assumer le fait de prendre le chemin qui n'est pas le plus facile, de ne pas accepter des choses qui soient faciles. Moi, à l'époque où j'ai passé mon 5e Dan, quelques années avant, il y avait, aussi lié au Covid, des possibilités de le passer avec des épreuves en moins. Bon, on m'appelait, si tu veux passer ton grade, c'est maintenant. Je dis, mais hors de question. J'ai pas passé de grade pendant 5 ans et je ne passerai pas de grade avant 6 ans. Donc en une décade, je vais passer un Dan. Si c'est pour le faire que la moitié, je vois pas l'intérêt. Autant le faire avec le plaisir d'y aller, le plaisir de me confronter, le plaisir d'essayer de contrôler un petit peu, de maîtriser mes épreuves, mes compétences, et puis d'avoir l'avis des experts qui sont en face. Parce que à partir d'un certain niveau, on a quand même des experts extrêmement vigilants, pointus, compétents, qui peuvent nous faire des retours absolument géniaux. Oui, mais c'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt que un grade. Je pense que je peux faire des courriers aux fédérations ou aux organisations pour essayer d'avoir des choses. Je vous avais déjà dit, lorsque je reviens d'Ouzbékistan, je reviens avec des grades de discipline qu'on ne m'a jamais présenté et que je n'ai jamais pratiqué. Parce que structurellement parlant, eux, ça leur fait plaisir. C'est des cadeaux honorifiques. Donc moi, je vous le dis, clairement, sans détour, ça je l'ai jamais fait. J'ai un 3e Dan de ci ou ça. Il est dans le grenier, le truc. Je m'en vanterai jamais parce que pour moi, ça n'est pas, c'est pas valable. J'ai un tout petit peu d'amour propre quand même. Donc, à chacun de choisir sa voie et à chacun de voir midi à sa porte. Mais donc, sous cet aspect un petit peu moralisateur, l'idée quand même, en tant que pratiquant ou en tant qu'enseignant, c'est d'essayer de guider un petit peu dans la bonne direction, d'essayer de freiner un petit peu certaines ardeurs et de remettre en place surtout le plaisir de pratiquer, le plaisir de la discipline. On ne le fait pas pour le titre, on ne le fait pas pour l'image que l'on renvoie, on le fait surtout parce qu'on aime ça. Moi, le karaté, c'est une passion. Je me rends compte que dès que j'en fais plus, dès que je commence à être en vacances comme cet été, c'est compliqué. Heureusement que j'ai le dojo ici pour pouvoir faire mes katas, réviser, faire des choses. Mais je me rends compte que, alors quand j'enseigne, comme je fais beaucoup d'heures et de pratiquer d'enseignement, parfois je suis épuisé et j'ai hâte d'être en vacances. Mais dès que je suis en vacances, très vite, je range mon frein et je me dis, faut que j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de pratiquer, j'ai le plaisir de refaire des choses. Donc, ce plaisir-là, il doit primer sur tout le reste. Et si ce plaisir-là, le plaisir de la pratique est présent au sein de votre pratique et de votre enseignement, généralement, le reste va suivre. Parce que les gens vont le faire plus par le plaisir d'être sur les tapis, de vivre un chouette moment, plutôt que d'essayer d'aller glaner un titre ou un grade ou des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, acquis. Mais, encore une fois, quelle que soit l'organisation, quelle que soit la structure, le ministère, le pays, il faut bien remettre les choses à leur place et c'est à la charge du pratiquant de prendre ces décisions-là. La morale est à la charge du pratiquant et pas à la charge des autres. Bien sûr, les structures peuvent essayer de limiter la casse, peuvent essayer de ne pas laisser faire, pourraient refuser des choses. Évidemment, c'est aussi leur devoir d'avoir cette rigueur, d'avoir ce regard un peu fliquant, policier, de ne pas laisser faire. Mais fondamentalement, à partir du moment où il y a policier pour réprimander, ça veut dire qu'il y a eu faute et que l'humain a outrepassé certaines morales qu'il n'aurait pas dû. Et dans le monde des arts martiaux, c'est un petit peu dommageable. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour ce petit tuto de rentrée. Plutôt que de parler de discipline, de choses comme ça, aujourd'hui, on parle un petit peu d'attitude, de morale, d'éthique à avoir au sein de son club, de son dojo, à partager avec ses copains de pratique, à partager avec ses élèves, à partager avec des personnes aussi, si vous êtes coach, au sein même de la compétition, si vous êtes jury de grade, à expliquer comment ça se passe aussi pour expliquer à vos élèves comment on arrive correctement à avoir un niveau et comment ce niveau il va être validé plutôt que d'aller essayer au bout de 2 mois avant de faire semblant d'apprendre un truc qu'on va oublier 2 mois plus tard. Donc à vous de faire ce job de transmission ou on va dire de partage et essayer de œuvrer dans la même dynamique et la même motivation. Alors voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est toujours assez sulfureux, assez polémique comme thème, donc allons-y mollo et j'ai hâte d'avoir un petit peu vos expériences, vos retours sur ce genre de choses. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.